Imaginez un moment, un instant dans le futur, et peut-être pas si lointain que ça, où le changement technologique va si vite, mais vraiment si vite, que la vie humaine, bah, elle est transformée. Et on ne parle pas d'une utopie. Non, pas d'une utopie à la Star Trek ou d'une dystopie à la Blade Runner. C'est autre chose. C'est une transformation si profonde que les idées qui donnent un sens à nos vies, je sais pas moi, le travail, la maladie, la mort même, tout est redéfini. Tout est à réinventer. Aujourd'hui, on se plonge dans un livre qui a vraiment fait du bruit à sa sortie en 2005. C'est The Singularity is Near de Ray Kurzweil. Et qui continue de faire débat d'ailleurs. Ah oui, complètement. Et il faut préciser que Kurzweil, ce n'est pas juste un doux rêveur, hein. C'est un inventeur, un futurologue brillant, connu pour avoir fait des prédictions technologiques assez bluffantes. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de décomposer cette idée folle de singularité. On va s'attaquer à sa thèse principale, l'idée que le progrès, en fait, n'est pas linéaire, il est exponentiel. C'est ça. Et comment cette accélération pourrait nous mener à une fusion quasi totale entre notre intelligence biologique et l'intelligence artificielle. C'est une vision, il faut le dire, qui est radicalement optimiste. Ah oui, carrément. Pour lui, c'est l'aboutissement de notre quête en tant qu'espèce, dépasser nos propres limites. J'aime bien son analogie, il dit que la magie dans Harry Potter. Oui. Eh bien, ce sera notre réalité technologique. Les sortilèges deviennent des algorithmes et les incantations des lignes de code. L'idée, c'est de maîtriser la matière, l'intelligence. Bon, alors allons-y. La première question qui vient, c'est comment on en arrive là, à une rupture pareille? Kurzweil base tout sur sa loi des rendements accélérés. Et tout part d'un constat simple en fait. Notre cerveau il est linéaire. Il n'est pas câblé pour comprendre la croissance exponentielle. C'est exactement ça. Notre intuition nous dit si je fais 30 pas, j'avance de 30 mètres. Logique, c'est linéaire. Mais si chaque pas est 2 fois plus grand que le précédent, L'un, c'est plus la même histoire. plus du tout. Au 30e pas, on a fait le tour de la Terre 26 fois. C'est ça le truc. La technologie, comme la vie, c'est un processus évolutif. Chaque nouvelle invention utilise les outils de la précédente pour aller plus loin et surtout plus vite. C'est une multiplication, pas une addition. Voilà. L'imprimerie a permis de diffuser la connaissance, qui a permis de créer l'ordinateur, qui permet aujourd'hui de concevoir des IA. Chaque étape amplifie la suivante. C'est tellement contre-intuitif. Le livre prend une parabole que je trouve géniale pour ça, celle des nénuphars. Ah oui, elle est très parlante. Un nénuphar double de surface chaque jour. Le premier mois, on le remarque à peine, il est dans un coin du lac. Le propriétaire se dit « pas de problème, Il ne voit rien venir. rien du tout ». Parce que le truc avec l'exponentielle, c'est que tout se joue à la toute fin. Si le lac est à moitié couvert le 29e jour, il sera entièrement couvert le 30e, en une seule journée. Et des exemples concrets de cette surprise, on en a. Prenez le joueur d'échecs Garry Kasparov. Oui, en 92. En 1992, il dit avec une certaine arrogance qu'un ordinateur ne le battra jamais de son vivant. 5 ans plus tard, Deep Blue le bat. 5 ans, c'est rien. C'est rien. La puissance de calcul a explosé de manière non linéaire et ça l'a appris totalement par surprise. On pense tout de suite à la loi de Moore, bien sûr, le nombre de transistors qui double tous les 2 ans. Mais ce que montre Kurzweil, et c'est là que ça devient fascinant, c'est que la loi de Moore, c'est juste un petit morceau du puzzle. Exactement. Beaucoup de gens disent « la loi de Moore est morte, le silicium a ses limites ». Et ils ont peut-être raison sur le silicium. Mais ce n'est pas le sujet, en fait. Non. Le vrai sujet, c'est le principe derrière ENI, la loi des rendements accélérés. Les circuits intégrés, c'est le 5e paradigme. Avant ça, pour calculer, on a utilisé des relais électromécaniques, puis les tubes à vide, les grosses ampoules dans les vieilles radios de nos grands-parents, C'est ça. puis les transistors. Chacune de ces technologies a eu sa propre courbe en S. Un début lent, une croissance explosive, et puis un plateau. Quand elle atteint ses limites physiques. Précisément. Et juste au moment où une technologie plafonne, une autre émerge et prend le relais. Elle continue la grande courbe exponentielle globale. Aujourd'hui, on parle d'informatique quantique, de calcul en 3D. L'exponentielle continue, même si le moteur change. Voilà. Et le plus dingue, c'est que même le rythme de cette exponentielle, il s'accélère. C'est une exponentielle d'exponentielle. Oui, il fallait 3 ans pour doubler la performance de calcul au début du XXe siècle. 2 ans au milieu du siècle, et aujourd'hui, on est plus proche d'1 an. J'ai du mal à me représenter ce que ça veut dire concrètement.
C'est quasi impossible pour notre cerveau linéaire. Et c'est là qu'il sort sa prédiction choc. Il dit qu'on ne vivra pas 100 ans de progrès au XXIe siècle, mais l'équivalent de 20 000 ans de progrès, 20 000 ans. mesuré au rythme de l'an 2000. Oui. C'est pas juste un peu plus vite. C'est une rupture complète avec notre échelle du temps. C'est comme passer de la vitesse d'un piéton à celle d'un vaisseau spatial en une seule vie humaine. Une échelle pareille, c'est difficile à accepter. Pour justifier ça, j'imagine qu'il replace cette idée dans un contexte beaucoup plus large que juste l'histoire des ordinateurs. Absolument. Il prend une hauteur de vue cosmique. Il structure toute l'histoire de l'univers en 6 époques. Pour lui, la singularité, ce n'est pas un accident. C'est l'aboutissement d'un processus évolutif qui a commencé au Big Bang. D'accord. La première époque, physique et chimie. L'information est dans les atomes. Très simple. Ok. La deuxième, La biologie. L'ADN arrive. C'est une révolution. Un mécanisme pour stocker l'information de l'évolution. Un disque dur biologique en quelque sorte. c'est une bonne image. Troisième époque, Les cerveaux. La vie invente les neurones pour traiter l'info en temps réel. et la quatrième, C'est nous. La technologie. L'humanité, avec ses outils, son langage, crée une évolution culturelle des milliers de fois plus rapide que l'évolution biologique. Donc, si on suit sa logique, après la biologie, les cerveaux et la technologie, on arrive à notre époque, c'est ça. Qu'elle maîtrise les principes de la biologie, y compris le cerveau. Notre intelligence devient de plus en plus non biologique. Elle fusionne avec les machines. Attends, si cette fusion a lieu, est-ce qu'on est encore un humain augmenté ou est-ce que c'est la machine qui a absorbé l'humain? La limite est où? C'est la grande question. Et pour Kurzweil, cette limite, en fait, elle n'existe plus. Il ne voit pas ça comme une absorption, mais comme une évolution. Il dirait que notre humanité, ce n'est pas notre corps de carbone. Ce n'est pas la biologie. Non, ce sont nos schémas de pensée, notre culture. Donc si cette intelligence s'affranchit de la biologie pour devenir des milliards de fois plus puissante, ce n'est pas une perte d'humanité, c'est son apogée. C'est un sacré changement de perspective. Et la sixième et dernière époque, alors, j'imagine que ça va encore plus loin. Beaucoup plus loin. Il l'appelle « l'univers s'éveille ». Non biologique, se répand dans l'univers. Elle sature la matière et l'énergie, les transformant en substrat pour le calcul, pour la conscience. C'est une vision presque spirituelle, où l'univers lui-même devient conscient. C'est cosmique, oui. Pour appuyer ça, il a des graphiques dans son livre Compte à rebours vers la singularité. Et visuellement, c'est frappant. Il met les grands événements de l'évolution sur une échelle logarithmique, et ça forme une ligne droite quasi parfaite. Oui, de l'apparition de la vie à l'invention de l'ordinateur. Visuellement, l'argument est très fort. On a l'impression d'assister à un seul et même processus qui accélère sans cesse. Ok, je suis embarquée. Mais concrètement, si cette fusion a lieu, à quoi ressemble le monde? Qu'est-ce que ça change au quotidien? Alors le livre est très précis là-dessus. Premièrement, on transcende la biologie. Le vieillissement, la maladie, ce sont des programmes obsolètes qu'on peut réécrire. Il imagine des milliards de nanorobots dans notre sang. Des nanorobots. Oui, de la taille de cellules. Ils circuleraient dans notre corps, réparant les cellules, détruisant les virus, les cellules cancéreuses, et nous connectant directement au cloud. Des nanorobots dans mon cerveau, ça sonne un peu comme un film d'horreur. On perd le contrôle, non? C'est la crainte naturelle. Mais pour lui, c'est l'inverse. C'est un gain de contrôle. Au lieu d'être à la merci d'une biologie fragile, on la maîtrise. Et cette connexion au cloud, ça veut dire que notre cortex pourrait être étendu. Étendu. Vous voulez apprendre une langue. Vous la téléchargez. Visitez un lieu en réalité virtuelle, aussi réel que la réalité. Votre cerveau reçoit les signaux directement. La distinction entre le réel et le virtuel, elle s'estompe. Et donc l'intelligence elle-même change. Elle n'est plus confinée à notre crâne. Elle n'est plus confinée du tout. Elle devient principalement non biologique, des billions de fois plus puissante, et surtout, elle partage l'info quasi instantanément. Ah oui, c'est un point clé. Pour qu'un humain transmette une compétence, il faut des années. Le langage est un canal de communication incroyablement lent. Deux IA, elles, peuvent fusionner leurs connaissances en quelques secondes. Et elles n'ont plus nos contraintes physiques, j'imagine. La taille du cerveau, la lenteur de nos neurones. Exactement.
Une intelligence non biologique peut se reconcevoir elle-même, améliorer son propre code dans une boucle de rétroaction ultra rapide. C'est ce que certains appellent une explosion d'intelligence. Une machine ultra intelligente serait la dernière invention dont l'humanité aurait besoin. Parce qu'elle pourrait ensuite en concevoir de meilleurs à un rythme qu'on ne peut même pas imaginer. Pour illustrer les conséquences sociales, le livre utilise un dialogue fictif entre Molly de 2004 et George de 2048, qui est une IA. Et ça soulève la question de rester non amélioré. Mhm. Molly a peur de devenir obsolète. Et c'est là qu'il y a cette image, qui est terrible. George la rassure en lui disant qu'elle sera respectée, vénérée, comme un animal de compagnie. Et cette image, elle est brillante parce qu'elle est à la fois rassurante et absolument terrifiante. C'est ça. Un animal de compagnon, on l'aime, on le protège, mais il n'a aucune agence, aucune voix au chapitre. Il est totalement dépendant. Et c'est ça, la peur fondamentale derrière la singularité. La perte de notre pertinence. On ne serait plus les acteurs principaux, mais des spectateurs choyés. C'est une image incroyablement puissante. Elle capture parfaitement l'ambiguïté. Est-ce une apothéose ou une mise à la retraite forcée de l'espèce humaine biologique? Le livre penche pour la première option, bien sûr, mais il n'élude pas l'inquiétude. Pour résumer, il faut vraiment insister sur le fait que la singularité, pour Kurzweil, ce n'est pas juste de la science-fiction. C'est une extrapolation basée sur des tendances exponentielles, mesurables. Oui, pour lui, c'est simplement la prochaine étape logique d'un processus évolutif qui n'a fait qu'accélérer depuis le début. Notre héritage, elles seront humaines, même si elles ne sont plus biologiques. Il ne s'agirait donc pas de perdre notre humanité? Non, mais de la laisser transcender ses racines biologiques, de la libérer de sa prison de chair, en quelque sorte. Et pour terminer, avec une pensée un peu provocatrice, le livre explore des théories encore plus folles, celle du physicien Edward Fredkin par exemple. Il suggère que l'univers lui-même pourrait être un gigantesque ordinateur. Un ordinateur qui exécute un calcul depuis le Big Bang. Ça dépasse un peu notre discussion d'aujourd'hui, mais ça laisse avec une question vertigineuse, non? Si l'univers est un calcul, quel est le problème qu'il essaye de résoudre? Et surtout, qui a lancé le programme?